parce qu'on se pose toujours cette question, faut-il davantage taxer les riches? On parle de justice fiscale alors que le budget est toujours débattu par les parlementaires. Cette étude de l'INSEE nous ramène à cette question. Elle s'est penchée sur les très hauts revenus en France. Qui sont-ils? Combien gagnent-ils? Sont-ils riches grâce à leur salaire ou grâce à leur patrimoine? Autant de questions sur lesquelles vous allez pouvoir nous éclairer, Clémence. Alors, ce que nous dit cette étude de l'INSEE, c'est qu'en 2023, les 1% des salariés les mieux payés dans le secteur privé gagnent plus de 10 219 € net par mois, ce qui représente 7,5 fois le SMIC. Et parmi ces salariés à très haut revenu, une toute petite minorité, les 0,1% des salariés les mieux payés, touchent un salaire supérieur à 27 066 € net par mois, ce qui représente environ 20 fois le salaire minimum. Alors, ce sont principalement des hommes de plus de 50 ans qui vivent à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, puisque c'est ici que se situe le quartier d'affaires de la Défense. Ils sont sportifs de haut niveau. Parmi les 100 postes les mieux rémunérés en 2023, près du tiers sont occupés par des footballeurs salariés de clubs de Ligue 1. Et sinon, évidemment, ils sont chefs d'entreprise, sans surprise. Sinon, ils sont chefs d'entreprise, dirigeants salariés, cadres supérieurs, ou encore exercent des professions libérales telles que dentistes, médecins ou avocats. Ce que dit aussi cette étude de l'INSEE, Clémence, c'est que ces très hauts revenus, ils viennent de sources diverses et variées. Oui, ils n'ont pas que de gros salaires, ils ont aussi des revenus mobiliers. Ce n'est pas une surprise non plus. Ils touchent des dividendes, par exemple. Ils ont des revenus fonciers, des revenus immobiliers. À noter que plus de 60% d'entre eux, 62% d'entre eux ont hérité au moins une fois dans leur vie. Notons aussi qu'en 20 ans, c'est-à-dire entre 2023 et 2022, ces plus aisés, ces foyers se sont enrichis 2 fois plus vite que les autres ménages, essentiellement grâce à la croissance de leurs revenus fonciers et mobiliers, ce qui fait dire à l'INSEE que les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de niveau de vie. Je précise enfin que l'impôt ne corrige qu'en partie ces inégalités, puisque si la contribution fiscale des plus aisés a augmenté pour atteindre plus de 10 milliards d'euros d'impôt sur le revenu en 2022, le taux d'imposition des plus aisés a baissé. Il est passé de 29,2% en 2003 à 25,7% en 2022. Merci beaucoup Clémence Delabaume pour toutes ces explications. Alors l'impôt doit-il corriger davantage ces inégalités? C'est la question qu'on se pose avec nos invités. Stéphane Vernet, des riches toujours plus riches, des pauvres toujours plus pauvres. La taxe Zuckman, on le sait, a été rejetée lors de ces débats à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce genre d'étude va de nouveau donner cet élan à la gauche de vouloir davantage de justice fiscale? Moi, je pense que cette étude, elle va donner aussi du carburant pour alimenter en fait un discours qui consiste à dire qu'il y a un besoin de justice fiscale dans ce pays. Et je pense que ce besoin ou cette attente, elle est très largement partagée aujourd'hui. Elle est majoritaire. Voilà, la problématique, c'est comment est-ce qu'elle se traduit et comment est-ce qu'elle viendrait percuter ce qui a été, depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle la politique de l'offre, une politique qui consiste en fait à baisser un certain nombre de taxes sur les entreprises, sur le coût du travail pour permettre entretenir un cercle vertueux de croissance, de développement, mais ce qui veut dire aussi de l'emploi, etc. Donc il y a une cohérence, il y a un intérêt. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une phase aujourd'hui où en fait il y a ces injonctions qui se télescopent. Ouais. Voilà. Émilie Zapalski. Oui, c'est vrai qu'on était plutôt dans une politique de l'offre, mais qui n'a pas donné les résultats qui étaient attendus finalement. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu les effets ni sur la croissance, ni sur le chômage, ni sur l'industrie qui étaient en jeu, puisque c'était ça. Emmanuel Macron, il y en a eu quand même. Oui. Il y en a eu un tout petit peu. C'est en train de réduire. Regardez sur les usines, on est en train de repasser en négatif entre les ouvertures et les fermetures d'usines. Ce qui était un petit peu la promesse d'Emmanuel Macron de réindustrialiser et puis de recréer de la croissance. La croissance, elle est encore très très maigre et elle est bien un petit peu... Elle est supérieure par rapport aux voisins européens. Oui, quand même, mais par rapport aux attendus et même par rapport aux objectifs et même encore les objectifs sur lesquels se base le gouvernement. Voilà. Mais en fait, donc il y a ça d'un côté qui est un peu déçu et qui est un petit peu contrarié par les discussions politiques en ce moment autour du budget. Et puis, je pense qu'en effet, il y a ce sujet de la justice sociale, fiscale qui est revenu sur le devant de la scène avec les conditions politiques et puis l'état des lieux de l'Assemblée nationale. Et c'est pas inintéressant parce que ce qui se pose derrière, c'est est-ce que notre modèle de société qu'on a choisi, la philosophie principale de la France, c'est-à-dire un pot commun
avec les impôts et on redistribue. Est-ce qu'on le veut toujours? Et c'est vrai, comme disait Stéphane, on a l'impression que majoritairement les Français sont d'accord là-dessus. Maintenant, c'est comment on le fait, parce qu'on a bien compris qu'on n'avait plus les moyens de cette philosophie sociale telle qu'elle est organisée là. Donc comment on fait? Est-ce qu'on va faire les poches des plus riches? Quelles conséquences ça a? Comment on fait pour que refaire de l'impôt, ça ne biaise pas, ça n'empêche pas la croissance à venir, parce que la croissance est essentielle. Et c'est tout ça qui est en train d'être discuté, maladroitement, parce que l'Assemblée est tellement morcelée que il n'y a pas beaucoup de nuances, on va dire. La taxe Zuckman, c'est peut-être pas la solution à tout, la solution miracle, mais c'est intéressant de voir qu'on est en train de se dire on coupera pas à essayer de voir comment on met un peu plus d'impôts ou en tout cas une justice fiscale plus importante. Yael Gauz nous a rejoint, notre éditorialiste politique. Bonjour à vous. Bonjour Florent, bonjour à tous. Yael, effectivement, d'abord peut-être entendre Florian Tardif sur cette question et on vous entendra après. Yael, avec cette difficulté aussi de ne pas taxer trop, en tout cas l'outil de production, c'est ce qu'on entend aussi quand on parle de taxe Zuckman ou d'autres taxes sur la production. En fait, le problème de ce débat, déjà sur la justice sociale, je trouve que c'est un mot valise. C'est devenu malheureusement un mot valise où quasiment l'ensemble de la classe politique l'utilise pour faire avancer ensuite ses propositions. Pourquoi je dis que c'est un mot valise? Tout simplement parce que, et on a eu une très belle démonstration sur cette étude de l'INSEE, certes, il y a des très hauts revenus dans notre pays. On peut très bien avoir un débat sur la taxation de ces très hauts revenus, mais il faut quand même rappeler que les inégalités, elles sont avant taxes et avant redistribution de 1 à 18 entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Elles passent de 1 à 3 après taxation et après redistribution. Donc déjà, on voit quand même dans un pays où le débat public est focalisé sur la justice sociale et fiscale, il y en a. Ensuite, la redistribution marche. Voilà, la redistribution marche. Le débat, et le vrai débat qu'on devrait tous avoir, il est sur la différence de taxation du travail et la différence de taxation sur des revenus qui, concernant notamment les plus riches, ne sont pas issus directement du travail. Sur le patrimoine. Je pense par exemple au patrimoine, aux dividendes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des personnes qui gagnent très bien leur vie. Il y a un taux marginal d'imposition qui est de 30%, 42% si vous gagnez vraiment très très bien votre vie. Aujourd'hui, il y a une flat tax sur les dividendes, elle est de 30%. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie a tout intérêt à essayer de placer son épargne pour faire fructifier son argent et recevoir ensuite des dividendes parce qu'il sera moins taxé. Il n'a aucun intérêt à demander une augmentation de son salaire puisque le salaire sera plus taxé que l'argent qu'il travaillera entre guillemets tout seul. Donc c'est là où il faut aller chercher éventuellement l'argent. On devrait se concentrer sur ce débat. Et malheureusement, à l'Assemblée nationale, on parle de taxe Zuckman, etc. La taxe Zuckman, c'est une taxe sur la valorisation d'une entreprise. C'est de l'argent qui n'est pas forcément physique, en tout cas saisissable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très bien, on dit, à un moment donné, il y avait ce chiffre sur Bernard Arnault, il a gagné 19 milliards en une journée. Depuis le début de l'année, la valorisation de son entreprise, parce que les résultats d'LVMH étaient moins bons que l'année précédente, avaient largement diminué. Donc l'entreprise, sa valorisation avait baissé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on continue à le taxer à 2%, mais on taxe quoi vu que les revenus diminuent par l'année après? Voilà, c'est assez complexe. Mais par contre, ayons un vrai débat sur la taxation du travail et la taxation des revenus financiers non issus directement du travail. Yael, ça va forcément revenir dans le débat public. Ça a été ouvert là, mais ce n'est que le début. C'est un sparadrap dans le débat parlementaire pour 2027. À mon sens, il y a eu comme un échauffement à cet automne. On ne sait pas comment finira le film du budget. Peut-être très mal, peut-être avec une loi spéciale et un rebelote en janvier-février pour refaire un nouveau budget. Mais en tout cas, c'est comme une répétition générale des thèmes qui vont forcément être creusés, alimentés dans les programmes, travaillés dans chacun des partis pour la présidentielle. Les retraites, bien sûr. Et celui-ci, parce que l'abandon de la taxe Zuckman, considéré comme inconstitutionnel, n'épuise pas le débat. Loin de là. Alexis de Tocqueville disait « Moins les inégalités objectives sont fortes, plus les inégalités résiduelles sont insupportables. » Autrement dit, pays redistributif, la France, mais tellement redistributif qu'après, les écarts paraissent encore plus insupportables alors qu'on a réduit les écarts. Si on prend le tableau de l'INSEE que Clémence a
a développé tout à l'heure, Clémence Delabaume. 0,1% des Français les plus aisés gagnent quand même 167 fois plus que le quart des foyers modestes. 167 fois plus. Et ce chiffre, il est désastreux. Il y a 10 ans, c'était 90 fois plus. Donc, tout le monde a vu ses revenus en 20 ans augmenter, mais pour les plus riches, c'est plus que doublé en 20 ans. Qui, aujourd'hui, a vu ses revenus plus que doubler en 20 ans? Donc ces données-là, elles sont là, dans le débat public. Alors après, est-ce que ça part de travers ou pas? Est-ce qu'on pose des mauvaises questions? Est-ce qu'on ne s'attaque pas à la bonne cible? Ça, c'est autre chose. Mais ces inégalités-là, entre les ultra-riches et les ménages modestes, c'est flagrant. C'est absolument flagrant. Donc là, on a eu la contribution différentielle sur les revenus prolongés d'1 an, l'IFI transformé en impôt sur la fortune improductive, la nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales. Ça, c'est en suspens actuellement à l'Assemblée et au Sénat qui va détricoter. Donc on ne sait pas quel sera le compromis final. Mais on n'échappera pas à cette question, effectivement, des dividendes. Liberté, égalité, fraternité, le fronton des mairies, égalité. Effectivement, vous parliez du budget, le budget qui est toujours débattu à l'Assemblée, un budget que personne ne veut voter, tout le monde veut faire traîner, gagner du temps, c'est un peu ça la stratégie, Stéphane Vernet. Oui, l'avantage de faire traîner, comme vous dites, et de gagner du temps, c'est qu'à l'arrivée, si l'Assemblée ne vote pas le budget, en fait, le texte sera transmis au Sénat, et le Sénat continuera son examen. Et comme le gouvernement s'est engagé à reprendre tous les amendements qui auront été votés par l'Assemblée et les intégrer dans la copie, en fait, ça permet au processus de se poursuivre et d'aller à son terme. En fait. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on aille au vote à l'Assemblée et que l'Assemblée vote contre son propre budget. Donc ce qui serait assez problématique et qui ne serait pas de bon augure. Tant que le processus se poursuit, on peut encore arriver à une phase dans laquelle un compromis peut être possible entre les travaux du Sénat et de l'Assemblée. Et s'il n'y a pas de compromis possible... Oui, parce qu'on a un peu l'impression que ce budget de compromis, personne ne veut en être responsable. Il y a eu 3500 amendements. Amélie de Montchalin, elle-même, ministre de l'Action et des Comptes publics, elle a un vote avant la fin de l'année, mais elle a dit finalement qu'il était illisible et insécurisé dimanche dans le Parisien. Personne ne veut avoir enfanté Frankenstein. Exactement. Le père ou la mère de Frankenstein. Oui, mais en attendant, après, à chaque fois, moi, j'ai ce côté positif, mais quand même, on continue. Le budget continue. Je veux dire, ça fait des jours et des jours qu'on dit ça va tomber, le jour même ça tombe, oui. Et non, ça continue. On a des débats quand même intéressants qui sont quand même, voilà. C'est vrai que les mesures n'ont ni queue ni tête parce que chacun y rajoute, chacun veut son symbole, chacun veut sa victoire, et sur les choses qu'ils ne veulent pas, ils veulent surtout pas les voter, ou alors ils ont obtenu une victoire mais ils veulent pas voter la globalité, je pense au PS, parce qu'il y a des choses insupportables pour leurs électeurs et de toute façon insupportables pour leur camp. Mais globalement, ça avance. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant et surtout, ça serait bien qu'on arrive à passer, sans que ça soit un psychodrame, qu'on puisse commencer à parler d'autre chose, parce que c'est vrai qu'il y a les municipales qui arrivent et on est dans le budget, on est le nez dans le budget quasiment toute l'année en fait, depuis non mais on est dans le budget pendant un an. Depuis la dissolution, on ne fait que parler du budget, ce qui est intéressant par rapport aux thématiques, mais on n'avance pas tellement sur les lignes qu'on peut tracer. Et moi, j'aurais juste un truc, c'est que là, on parle de justice fiscale, on parle de dépenses on parle jamais de quelque chose un peu qui soit porteur pour la France. On sort pas le nez de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas un sujet qui nous embarque un peu, une fierté, une ambition qui pourrait être... En fait, tant qu'on est dans ces discussions de budget, on ne pourra pas lever la tête et y voir un petit peu plus loin. Et je pense que ça serait souhaitable parce que ça va commencer à être un peu explosif. Juste une précision, ce qui va se passer là au Sénat est crucial. C'est-à-dire que tout dépendra comment le Sénat va détricoter ce qu'a fait l'Assemblée. Parce que, je vous explique, si en fait le Sénat campe sur cette position qui consiste à dire nous, on sera intransigeants, etc., on dégage tout ce qui ne nous plaît pas, toutes les créations d'impôts, etc., la suspension de la réforme des retraites, à l'arrivée, il n'y a pas de compromis possible. S'il n'y a pas de compromis possible, on repart en deuxième lecture. C'est l'Assemblée qui tranche à la fin, et l'Assemblée, elle aura la possibilité de revenir sur les textes qui auront été transmis au Sénat, c'est-à-dire les textes qui comprendront l'ensemble des amendements qu'ils ont déjà votés. Et là, effectivement, si on se retrouve dans cette situation-là, l'Assemblée sera amenée à se prononcer sur un budget Frankenstein qu'elle a elle-même fait de briques et de broc, ouais. Voilà, et avec le risque qu'en fait le truc soit complètement dégagé. Si les corrections, enfin si le détricotage du Sénat correspond à de vraies corrections et un rééquilibrage,
alors il y a une possibilité de compromis. Et je pense que c'est important parce que sinon, c'est quoi l'alternative en fait? Oui. C'est-à-dire que moi, je pense que plus les débats durent, plus ça peut passer. À la fin, Sébastien Lecornu mettra les députés face à leurs responsabilités en disant « c'est pas mon budget, c'est le vôtre, ça fait 3 mois que vous le préparez, vous avez discuté, vous avez négocié, et à la fin, vous voudriez voter contre votre propre budget. Allez expliquer ça ensuite à vos électeurs, parce que s'il n'y a pas de budget à la fin, on met le pays dans la panade. La seule alternative, c'est la loi spéciale, c'est-à-dire, bon, bah d'accord, alors on se redonne 2 mois pour refaire un budget. Ah non, il y a les ordonnances quand même. C'est ce que disent d'ailleurs le RN et les Insoumis. Il faut arrêter les ordonnances. Il exclut Sébastien Lecornu. Et puis pourquoi il exclut? Il exclut parce qu'il veut responsabiliser les parlementaires. Mais non, mais c'est très simple. Les ordonnances, on revient au texte de départ. Je donne l'argument du gouvernement. Non, mais ça, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer, c'est hyper simple. Vous revenez aux ordonnances de départ, ça veut dire que c'est le budget qui a été présenté au départ par le gouvernement qui s'applique. C'est un budget d'austérité. Il ne passera jamais pour la gauche. C'est pas possible. Donc, si vous faites un budget par ordonnance, tout de suite, vous avez une motion de censure. Elle est votée. Elle est votée par le RN, elle est votée par les filles, elle est votée par toute la gauche. C'est terminé. Donc, la seule option, c'est la loi spéciale. Mais qu'est-ce qui vous dit que les députés et les sénateurs réussiront en 2 mois à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 3 en reprenant la copie de départ? Moi, je pense que c'est très casse-gueule. En plus, il y a un truc qu'on oublie, c'est que je vous rappelle que l'année prochaine, il y a des élections municipales. Ça veut dire que le Parlement, il ferme ses portes fin février. Donc, on est dans un timing. Et une dernière chose, on a déjà eu le droit aux lois spéciales et au budget rectificatif l'année dernière. On sait, ça a coûté 11 milliards d'euros à la France. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dilapider encore 11 milliards d'euros d'argent public? Mais est-ce qu'on va pouvoir faire autrement avant le 31 décembre, Florian Tardif? Non, mais c'est d'ailleurs la logique qui est exposée assez régulièrement par Sébastien Lecornu, qui dit ne pas avoir de budget serait plus risqué que d'avoir un mauvais budget. Plus coûteux. Plus coûteux, tout simplement parce qu'il s'appuie sur les chiffres aux alentours de 11-12 milliards, ce qu'aurait coûté donc, le fait de ne pas avoir de budget l'année passée, qu'on ait perdu 2 mois. Et Amélie de Montchalin, elle dit même que c'est de donner les clés aux RN et aux Insoumis que de ne pas avoir de budget. Mais politiquement, ça a aussi des conséquences. Voilà, il y a une dramatisation de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et de ce qui se passera ensuite au Sénat. Moi, je suis plus mesuré que vous, moins optimiste, on va dire en tout cas. Nous, on fait partie, on est dans oui, non, mais tout simplement parce qu'on a tout de même l'impression que le Sénat compte aller très loin dans le détricotage de tout ce qui a été... Retailleau l'a annoncé. De tous les amendements qui sont passés. On utilise des mots comme on va nettoyer tout ça au Karcher. La suspension de la réforme des retraites, quand même, qui a occupé la plupart des débats et des discussions au sein de l'opinion, puisque les citoyens qui nous écoutent peut-être ce midi, pour eux, le budget, il y a notamment la suspension de la réforme des retraites. Qui est majoritairement souhaitée par les citoyens français. On ne va pas refaire le fil de ce qui s'est passé en 2023. Mais c'est la réforme mais voilà, qu'est-ce qu'on dira dans quelques jours quand les sénateurs décideront de revenir sur cette suspension? Et qu'est-ce qui se passera quand sera convoquée la CMP, commission mixte paritaire, la commission mixte paritaire qui tente normalement d'aboutir à un compromis? Ça passe dans la plupart des cas. Je crois que c'est aux alentours de 70% des CMP qui sont conclusives. C'est 7 députés, 7 sénateurs. Là, sur la suspension de la réforme des retraites, on a du mal à voir l'issue. Ça va être compliqué. Donc ça veut dire rebelote à l'Assemblée nationale, au Sénat, on aura peut-être une loi spéciale, pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'ordonnance. Entre les Français et les politiques. On est peut-être parti pour parler du budget jusqu'en janvier, potentiellement février. Ça va être très très compliqué. Et ça va créer de la défiance de nouveau. Si on revient encore sur la suspension de la réforme des retraites, les Français ne vont plus rien comprendre. Mais là, en fait, c'est toute la responsabilité des LR, de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau, qui ont signé une petite paix armée, provisoire, mais en tout cas pour aligner leurs députés sur leurs sénateurs dans l'idée de passer au Karcher ce budget Frankenstein. Donc, ok, vous avez l'Assemblée, c'est Frankenstein. Et si c'est massacre à la tronçonneuse du côté du Sénat, qui est-ce qui gagne? Oui, à la fin, il faut un pacificateur et donc le filtre à café dont parle Sébastien Lecornu. Et sur quoi on atterrit? Sur quoi on atterrit derrière? On est obligé de donner des images maintenant pour comprendre. Tellement c'est complexe. Sébastien Lecornu est très imagé en général quand il parle. Si c'est juste tronçonner pour tronçonner, c'est pas mieux que Frankenstein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la fin, comment ça se passe? L'Assemblée a le dernier mot. Il faut quand même rappeler cette règle élémentaire de notre Constitution. L'Assemblée a le dernier mot. Si la CMP est non conclusive
on repart pour une deuxième lecture, mais c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Et là, il y a une option que moi, je ne maîtrise pas encore très bien, l'article 44, qui peut être aussi un moyen de nous éviter le 49.3, les ordonnances ou la loi spéciale. Alors, qu'est-ce qu'il dit, l'article cet article 44, le gouvernement présente un projet de budget en s'étant mis d'accord avec les oppositions qui veulent bien être dans le compromis, en patchwork, en prenant ceci, qui va se passer. C'est ça qu'ils vont faire. En fait. C'est ça qu'ils vont. A priori, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, ça reposera à nouveau, évidemment, sur la responsabilité des socialistes. On en reviendra toujours à cet arbitre ultime des élégances en ce moment. Est-ce que le PS est prêt à revoir à la baisse ses compromis? Parce qu'en fait, ça sera forcément un peu moins fort que la copie actuelle si le gouvernement veut, avec son article 44, avoir une majorité. Stéphane Vernet, rapidement. Non, mais moi, c'est exactement ça. C'est bien ça le 44, on rappelle bien. Oui, c'est ça le gouvernement remet une copie négociée en amont. Il va garder l'essentiel des amendements votés qui sont les amendements clés, notamment pour le PS, par l'Assemblée. Et par contre, il va prendre un certain nombre de mesures de correction du Sénat. Et c'est la copie qu'ils vont proposer à la fin. Et moi, honnêtement, je pense que ça peut passer. Oui. Ça peut passer pour des raisons de responsabilité. Comment est-ce que vous expliquez les choses à vos électeurs? Comme le budget recette de la Sécu. Exactement. Il est passé à 15 voix. Il est passé Exactement. parce qu'il y a eu ce sens-là de... Exactement. C'est ça qui va se passer. Merci beaucoup. On continue évidemment d'en parler sur France Info. Vous libère, Stéphane Vernet. Merci beaucoup d'être venu avec nous.